En France, nous avons un dicton, le printemps est une promesse, mais pas une garantie. Le printemps offre un renouveau, mais il ne garantit pas la sécurité. À 38 ans, dans mon petit appartement près de la place de la République à Paris, j'ai appris cela à mes dépens. Ma vie consultante en communication le jour, conteuse amateur la nuit s'est construite autour d'histoires de confiance et de trahison. Ces 4 récits, tirés de mon passé et de ceux qui me sont proches, planent comme des ombres sur ces échappées ensoleillées qu'on appelle vacances de printemps. Ce ne sont pas seulement des avertissements, ce sont des échos de ce qui arrive quand la liberté croise l'inconnu. Mon fils, Théo, avait 20 ans quand il m'a annoncé son projet pour les vacances de printemps. Étudiant en économie à Sciences Po, grand et dégingandé, il avait passé des mois à planifier un séjour à Hawaï avec ses amis Léo, Clara et quelques autres que je connaissais à peine. C'est le paradis, maman, m'a-t-il dit, vautré sur mon canapé, scrollant des photos de plages volcaniques et d'eau turquoise. À 1500 €, ce n'était pas donné, mais il avait économisé en travaillant l'été dans une brasserie de Montparnasse. Je voulais dire oui, Dieu sait que je le voulais. Après 2 ans d'examen et de confinement, il méritait une pause. Mais il y avait un hic, moi. Ou plutôt, ma tête. 6 mois plus tôt, on m'avait diagnostiqué une anxiété aiguë, un petit cadeau acéré de trop de diddline et d'un divorce qui m'avait laissé à vif. Mon thérapeute parlait des hypervigilances, chaque sirène, chaque appel tardif de Théo faisait bondir mon pouls. L'idée qu'il soit à 12 000 km, sur une île que je n'avais vue qu'en carte postale, me rongeait. Et s'il se perdait? S'il se blessait? Et si je ne pouvais pas le joindre? Maman, tu t'inquiètes trop, a-t-il lancé en me jetant en coussin. C'est juste une semaine. J'ai forcé un sourire, validé le voyage et les regardé faire ses bagages short de surf, un ukulélé qu'il ne jouerait jamais, un sourire que je ne pouvais ternir. Le jour du départ, je suis resté à Roissy-Charles de Gaulle, agitant la main alors qu'il disparaissait dans la sécurité, l'estomac noué de crainte. Il m'a appelé 2 fois de Honolulu, une fois pour dire qu'ils avaient atterri, une fois pour s'extasier sur une session de snorkeling à Waikiki. Puis, silence. Le 5e jour, mon téléphone a vibré à 3 heures du matin. C'était Clara, la voix tremblante, Madame Durand, Théo va bien, mais, il s'est passé quelque chose. Ils avaient randonné jusqu'aux chutes de Monawili, un sentier de 5 km dans la jungle, quand Léo a glissé et s'est cassé la cheville. Pas de réseau, pas d'aide pendant des heures. Théo l'a porté sur 2 km jusqu'à la route, trempé de sueur et de pluie, pendant que Clara est un ranger. C'est un héros, a-t-elle dit. J'ai soufflé, le soulagement luttant contre la culpabilité. Mes peurs n'étaient pas infondées, juste mal placées. Théo est rentré bronzé et triomphant, mais je vérifie encore mon téléphone la nuit, guettant des ombres qui ne s'effacent jamais tout à fait. À 22 ans, j'étais une autre femme plus sauvage, plus audacieuse, étudiante en littérature à la Sorbonne avec un goût pour l'aventure. Maria était mon encre et mon étincelle, une étudiante portoricaine en échange avec des yeux comme du café et un rire qui pouvait faire fondre la glace. Nous sortions ensemble depuis 6 mois quand les vacances de printemps sont arrivées en 2008. Allons à San Juan, m'a-t-elle dit un soir, un verre de vin bon marché à la main, dans mon petit 20 mètres carrés près du canal Saint-Martin. Soleil, salsa, la cuisine de ma abuela. J'étais fauché, mais elle avait un cousin avec une chambre libre, alors on a réuni 800 € et on s'est envolé, 2 rêveuses à la poursuite des Caraïbes. Porto Rico était un rêve fiévreux, l'air humide chargé de sel, les rues vibrant de reggaeton, des maisons pastel empilées comme des morceaux de sucre. Nous passions nos journées à Playa Flamenco, sirotant du rhum dans des ananas, mais Maria voyait plus grand. Eliank, a-t-elle dit un matin, traçant une carte du doigt. La forêt tropicale. C'est magique. J'ai acquiescé, attiré par la promesse de cascade et d'un verre si profond qu'il vous engloutissait. Le 4e jour, nous avons roulé 40 km depuis San Juan dans une Fiat de location brinque-ballante, nous garant près d'un sentier marqué « Cerrado Prohibido ». Pas de souci, a souri Maria, passant sous le ruban. Les locaux le font tout le temps. Le chemin était raide, 3 km de boue glissante et de lianes, l'air bruissant des coquilles et minuscules grenouilles qui chantaient comme des oiseaux. À mi-parcours, à 1500 mètres d'altitude, Maria s'est figée. Mon Dieu, a-t-elle murmuré, pointant du doigt. Là, dans une clairière, gisait une mangouste, sa tête tranchée nette, du sang s'écoulant sur la mousse. La coupure était chirurgicale, pas animale. Un couteau. Mon estomac s'est retourné. On s'en va,
ai-je dit, tirant son bras. On a rebroussé chemin, le cœur battant, mais à 500 mètres plus bas, Maria a hurlé à nouveau. La même mangouste où sa jumelle pendait maintenant d'une branche, suspendue avec de la ficelle, ses yeux sans vie luisants. Quelqu'un est là, a-t-elle sangloté, s'accrochant à moi. On a couru, trébuchant sur des racines, traversant les feuilles, 2 kilomètres jusqu'à la voiture. Mes sandales étaient trempées, mes poumons en feu, mais la peur nous portait. Était-ce un chasseur? Une blague? Ou pire? Au poste de San Juan, un officier blasé a pris notre déposition, une mangouste? Ça peut être n'importe quoi. Des gamins, peut-être. Pas d'enquête, pas de suivi. On a passé les derniers jours enfermés chez son cousin, sursautant à chaque bruit. Maria m'a largué un mois plus tard, disant que je lui rappelais ce jour. Je ne lui en veux pas. Certaines ombres collent trop fort. En 2015, à 29 ans, je freelançais à Bordeaux quand mon ami Camille m'a embarqué dans un voyage en groupe 5 personnes, une camionnette louée, une semaine sur la côte du Golfe en Alabama. C'est pas Saint-Tropez, a-t-elle ri, mais c'est abordable. On était un équipage hétéroclite Camille, son copain Paul, moi, et 2 collègues, Inès et Marc tous avides de soleil après un hiver français grisâtre. On a planté nos tentes à 50 mètres des vagues, cuisinant des saucisses sur un grill portable et buvant du rosé dans des gobelets en plastique. Le 3e jour, alors que le crépuscule peignait le ciel en violet, un homme a titubé vers nous la cinquantaine, mal rasé, puant le bourbon. C'est ma plage, a-t-il bredouillé, vacillant à 10 mètres de notre feu. On s'est figé. Paul s'est levé, main en l'air. Monsieur, on campe juste. Les yeux du type se sont plissés, et puis nom de Dieu il a sorti un couteau, une lame de 20 cm scintillant à la lueur des flammes. Dégagez, a-t-il rugi, bondissant. Le chien d'Inès, un bâtard nerveux nommé Lou, a jailli. Ses crocs se sont plantés dans le mollet de l'homme, il a hurlé, frappant l'air pendant qu'on se dispersait. Marc a attrapé une pelle, j'ai composé le 911, et Camille a crié dans l'obscurité. Lou l'a retenu 30 secondes, peut-être jusqu'à ce qu'il recule en jurant et disparaisse dans les dunes. On s'est serrés les uns contre les autres, tremblants, tandis que les sirènes hurlaient à 5 kilomètres. Les flics sont arrivés 2 agents, lampes balayant le sable. Il est parti, a dit l'un, donnant un coup de pied dans le sol. Puis Paul a montré, les pneus de notre van, tous les 4, lacérés en lambeaux. Merde, ai-je murmuré, réflexe bien français. Ils ont pris des photos, rédigé un rapport, mais haussé les épaules. Des locaux bourrés. Ça arrive. Pas d'arrestation, pas de piste. On est rentré à Bordeaux en dépanneuse, 1200 € en moins, Lou en héros. Les plages désertes me crispent encore. Le printemps dernier, à 37 ans, j'ai pris un voyage en solo à Miami, mon premier depuis le divorce. Une collègue, Sabine, m'a rejointe, une bretonne à la langue acérée qui adorait les défis. On a écumé Sax Beach, tout en néon et sueur, finissant dans un bar appelé le Chat Noir ironique pour 2 Françaises. Autour de Mojito, 2 hommes nous ont abordé la trentaine, bronzés, charmeurs à l'américaine. Vous venez de Paris, a demandé l'un, tout sourire. J'ai hoché la tête, sirotant, mais Sabine m'a donné un coup de coude. Fais gaffe à ton verre, a-t-elle soufflé. Elle avait raison. Le plus grand aplomb le chemise bleue a trafiqué quelque chose, un geste rapide au-dessus de ma boisson. Poudre? Liquide? Je ne savais pas, mais mon instinct a crié. Toilette, ai-je dit, me levant, et j'ai vidé le verre dans une plante. Sabine m'a suivi, yeux écarquillés. Drogué, a-t-elle articulé. On a payé et filé, 200 mètres jusqu'à notre hôtel, verrouillant la porte. À 1h du matin, mon téléphone a bipé un texto du numéro de Sabine, où es-tu parti, beauté? Mais Sabine dormait à côté de moi, son téléphone envolé volé dans la cohue. Chemise bleue l'avait, me narguant. J'ai bloqué le numéro, appelé les flics. Ils sont venus, pris une déposition, mais bâillé tout du long. Les arnaques au bar, ça arrive, a dit l'un. Faites un rapport en ligne. Pas de piste, pas de justice. Sabine a racheté un téléphone, j'ai juré d'abandonner les mojitos. Le clinquant de Miami s'est vite terni. Ces histoires, la randonnée de Théo, la jungle de Maria, la lame en Alabama, le piège à Miami ne sont pas seulement les miennes. Elles sont à nous, partagées par quiconque a couru après la promesse du printemps et en a trouvé les ombres. En France,
Nous chérissons la liberté, mais elle est fragile, facilement percée par des étrangers ou une confiance mal placée. Je suis de retour à Paris maintenant, mon appartement devenu forteresse double verrou, une caméra, une bouteille de Saint-Émilion pour le courage. Je voyage encore, mais prudemment, écoutant les pas dans le soleil.